Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous dire qu'on est lundi et que le lundi je propose un format de vidéo complètement différent. Vous verrez, elles sont extraites de mes programmes, de toutes mes formations, donc prenez plaisir, prenez des notes et ça ne change rien au fait que vous puissiez télécharger mes bonus qui sont au-dessous ou simplement vous abonner. Allez, bon visionnage et à vos notes. Alors, rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Violaine, j'ai 38 ans, je suis mariée, je vis en ce moment à Mâcon, je suis originaire de Bretagne. J'ai vécu un peu partout dans le nord de la France, c'est-à-dire nord de Loire. Je suis une globe-trotteuse dans l'âme. D'ailleurs, vendredi prochain, je pars pour 2 mois en Colombie. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, je suis architecte d'intérieur en ligne, c'est-à-dire que je travaille uniquement à distance, à partir des plans, photos, etc., qu'on m'envoie. Et je travaille 100% avec des investisseurs immobiliers. Les rares fois où je travaille sur des résidences principales, c'est parce que c'est un investisseur immobilier qui fait sa résidence principale. Voilà. Et donc, mon job en tant qu'architecte d'intérieur, c'est de vous aider à transformer vos espaces, quels qu'ils soient, ça peut être des bureaux, des logements, des vannes, peu importe, en logements coup de cœur, fonctionnels et vivants qui vont vous aider à doper votre rentabilité parce que vous allez créer un tel coup de cœur que les gens auront forcément envie de louer chez vous plutôt que chez vos concurrents. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà une certaine conscience de ce que c'est que l'investissement immobilier. Vous êtes formé probablement depuis des années, peut-être que vous formez depuis aujourd'hui, mais en tout cas, bravo, merci d'être venu. Et vous avez déjà conscience que pour faire un projet rentable, vous avez besoin de plusieurs ingrédients. Le premier, bien sûr, ça va être de trouver le bon bien. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas du tout mon domaine. Ensuite, vous allez devoir le négocier au bon prix. Vous allez devoir trouver le financement. Et là, vous avez Luc qui est là pour vous aider. Vous allez devoir le rénover et le décorer, ça, on va en parler. Et si vous allez faire tout ça, c'est dans l'objectif de louer ou vendre plus cher, en fonction de si vous faites un achat-revente ou du locatif. Dans la salle, par main levée, qui a déjà entendu dire que c'est important de créer un coup de cœur pour pouvoir louer plus cher? Vous me rassurez, je ne suis pas venue pour rien. Alors, je suis d'accord avec vous. Globalement, c'est ce qui se dit dans à peu près toutes les formations d'investissement immobilier. Moi, la première, je me suis formée à l'investissement immobilier il y a des années. C'est la première chose qu'on disait. Sauf que on ne disait pas forcément comment s'y prendre. Et quand je regarde aujourd'hui sur les groupes d'investisseurs immobiliers, tout le monde poste les photos de ses travaux à la fin. Et malheureusement, je vois encore trop souvent des appartements qui ressemblent à ça. Sur le principe, on est d'accord, il y a tout qui est coché. C'est-à-dire que c'est neuf, c'est rénové, c'est moderne, mais c'est moche. Voilà. Et on en voit beaucoup, énormément des comme ça. Et du coup, on peut se demander vraiment comment ça se fait que les investisseurs continuent encore et encore à tomber dans ces pièges-là. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement que quand vous investissez dans l'immobilier, surtout la première fois, en fait, vous avez des enjeux énormes. Puisque si vous vous plantez sur le premier, vous pouvez être sûr que c'est le dernier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un petit invité qui rentre dans l'équation, le stress. Et le stress, c'est un très, très, très mauvais conseiller. Parce qu'il va vous faire rentrer dans un cercle vicieux. Vous allez dire, ouh là là, j'ai super peur de ne pas être rentable. Donc, vous allez faire, truc très classique, vous allez vous dire, je vais faire un logement qui plaît au plus grand nombre. Sauf qu'un logement qui plaît au plus grand nombre, très souvent, on se dit, bon, alors je vais faire quoi? Alors, pas mettre des couleurs trop flashy, donc je vais faire un truc sobre, blanc, c'est bien, blanc. Puis je vais mettre peut-être un peu de bois. Donc, dans le meilleur des cas, vous allez retrouver avec un appartement au mur blanc, un plancher bois ou un carrelage gris, ça dépend, quand on est un peu foufou. Vous allez avoir un mur, peut-être un mur gris, ou un mur bleu, pour vraiment ceux qui prennent des risques. Vous allez avoir une cuisine blanche et un plan de travail bois. Je pense que là, j'ai fait le tour d'une grosse partie de vos cuisines. Et le problème, c'est que vous obtenez ce qu'on vient juste de voir, un logement standard, sans couleur et sans vie. Et ça, concrètement, ça séduit pas grand monde. Et il y a de fortes chances que vous ne soyez pas très, très rentable.
Donc, en fait, le souci, c'est que vous restez bloqué sur la décoration qui plaît au plus grand nombre. Sauf que quand on rénove avec cet objectif en tête, en fait, on crée une décoration sans connaître les leviers qui font la différence entre déco qui plaît au plus grand nombre et déco coup de cœur. Et le deuxième problème, c'est que vous oubliez un ingrédient super important très souvent, c'est qu'il faut absolument rénover en pensant au bien-être des habitants dans le logement. Et vous, pour votre rentabilité à long terme, vous allez avoir besoin de 2 choses qui sont directement liées à ce que je viens de dire. Le premier, c'est d'attirer l'attention des locataires ou des futurs acheteurs tout de suite dès l'annonce immobilière. Ça passe bien sûr par des belles photos, mais ça passe surtout par ce qu'on voit sur les photos. Et vous allez avoir besoin de les aider à se projeter durablement dans le logement. Puisque si vous avez quelqu'un qui arrive chez vous, qui reste quelques mois et qui repart, c'est cool, mais bon, globalement, avec les vacances locatives, le temps que vous passez à remettre en location, voire les frais de gestion locative si vous déléguez toute cette partie-là, en fait, très rapidement, vous rajoutez des frais qui réduisent votre rentabilité. Donc vous, ce dont vous allez avoir besoin pour vraiment générer de la rentabilité durable sur cette partie déco-travaux, ça va être de générer un bien-être immédiat et durable, et ça passe par 2 éléments, le fameux coup de cœur, mais également répondre aux besoins cachés des futurs habitants du logement. Les besoins cachés, on va en parler un tout petit peu plus tard. Là, pour l'instant, on va se parler du fameux coup de cœur. Donc l'idée, ça va être de donner envie aux futurs habitants de signer sans attendre ou leur contrat de location ou leur acte authentique chez le notaire parce qu'ils viennent d'acheter votre super appartement. Si je vous montre ces 2 photos que j'ai trouvées hier sur Le Bon Coin, à prix équivalent, quartier équivalent, même ville, lequel vous prenez? Qui prend celui de gauche? Ok. Qui prend celui de droite? Je ne m'attendais pas à autant d'unanimité. Mais on est d'accord. Bon, allez, on va dire qu'il a aussi un balcon, mais on ne le voit pas sur la photo. En fait, là, c'est vraiment caractéristique de 2 façons de penser de l'investisseur. À gauche, l'investisseur a pensé déco qui plaît au plus grand nombre. À droite, il a choisi déco coup de cœur. Sauf que, vous voyez bien, déco qui plaît au plus grand nombre, ici, ça n'a plu à personne. Donc, concrètement, ce n'est pas le critère à avoir en tête, jamais. En fait, le problème de ce genre d'appartement, c'est que quand vous rénovez de cette façon-là, vous avez un logement qui est banal, blanc et froid, et ça, on en trouve des dizaines sur Le Bon Coin. Ça, vous les en avez tous forcément vus. Vous avez un logement qui paraît inconfortable, qui peut-être, dans les faits, en plus l'est. Alors, s'il est en plus inconfortable, c'est vraiment pas top. Et très souvent, ce sont des logements qui vont manquer de fonctionnalité. Ça, c'est mon expérience qui le dit, parce que c'est clairement pas sur les photos que vous le savez. Par contre, quand on visite pour la première fois ce type de logement, très souvent, on se rend compte de problématiques et un locataire averti va vite s'en rendre compte. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce genre d'atmosphère blanche, stérile, qui nous font penser ces chères pièces d'hôpitaux? En fait, c'est tout simplement qu'on vous a vendu quelque chose qui est une escroquerie. La décoration qui plaît au plus grand nombre, ça n'existe pas. Est-ce que parmi vous, vous regardez la fameuse émission Maison à vendre sur M6? Et donc, en fait, le problème, il vient de là. C'est que, à force de vous dire, on va faire une décoration qui plaît au plus grand nombre pour réussir à vendre le plus rapidement possible, vous avez pris l'habitude de voir des logements blancs et beiges. Mais ces fameux logements blancs et beiges, ils ont été décorés par Sophie Ferjani, qui est quand même la star de la décoration. Et qui est effectivement très douée. Donc, elle a une capacité, sur des couleurs blanc et beige, à vous faire des éléments, des choses très, très texturées, avec différents types de matières, etc. Quelque chose que, clairement, le commun des mortels ne sait pas faire. Donc, à vouloir faire ça, vous passez complètement à côté du sujet. Et d'ailleurs, avant de passer à la suite, quand vous regardez Maison à vendre, l'émission qu'on vous propose juste derrière, c'est déco une semaine pour tout changer. Parce qu'en fait, les gens, une fois qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Avoir un truc un peu vivant chez eux. Ils n'ont plus du tout envie d'être dans du blanc et du beige. Donc, maintenant qu'on a bien compris que la déco qui plaît au plus grand nombre, non. Qu'est-ce que c'est qu'un coup de cœur? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un coup de cœur? Non. Je
Je vais vous le dire. Donc, un coup de cœur, c'est une vague intense d'émotions fortes qui va vous attirer soudainement vers quelque chose ou quelqu'un et qui va vous rendre heureux. Et concrètement, ces coups de cœur, mais ils ne sont pas les mêmes pour tout le monde, puisque si vous aviez tous les mêmes coups de cœur, vous auriez tous les mêmes amis, vous seriez tous amoureux des mêmes personnes, vous seriez tous dans les mêmes restaurants et vous iriez tous voir les mêmes films au cinéma. Ce n'est pas le cas. Et en fait, la raison est très simple, c'est qu'on est tous uniques, on a tous un vécu et des valeurs qui sont différentes. Et donc, intrinsèquement, ce n'est pas possible qu'on ait les mêmes coups de cœur. Donc, vous, votre job en tant qu'investisseur immobilier, ce n'est pas de plaire à toute la population de Bordeaux, c'est qu'on vous loue à Bordeaux. L'objectif, c'est d'aller trouver le ou la personne qui va vraiment être ultra fan de votre logement et qui n'aura aucun problème à se dire « Ok, je suis prêt à mettre 20, 30, 40, 50 euros de plus tous les mois par rapport à mon budget parce que concrètement, ça vaut le coup. » Donc, ce que vous devez retenir, c'est que quand vous cherchez à déclencher un coup de cœur avec une décoration qui plaît au plus grand nombre, vous faites fausse route, n'y allez pas. Ce n'est pas l'idée. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est créer une décoration au parti pris fort qui va déclencher une réponse passionnée auprès d'un plus petit nombre de locataires ou d'acheteurs. Il faut que vous alliez chercher des fans. Et c'est pas grave si vous avez fait des choix qui ne plaisent pas à tout le monde. Au contraire, si vous ne plaisez pas à tout le monde, c'est que vous allez plaire encore plus au petit groupe que vous ciblez. Donc, je vous avais dit qu'on allait parler du coup de cœur. Je vais vous expliquer concrètement comment on fait. Pour moi, il y a 3 leviers qui sont indispensables, incontournables. Vous les prenez dans le sens que vous voulez, mais il faut systématiquement qu'ils soient présents. Le premier, ça va être de travailler sur les couleurs, parce que les couleurs, elles vont permettre d'amplifier le bien-être. En fait, il y a énormément d'études scientifiques qui ont montré que les couleurs ont le pouvoir de nous impacter psychologiquement et physiologiquement. Physiologiquement, ça veut dire que ça nous impacte même les yeux fermés. Il faut savoir que la peau a la même photosensibilité que la rétine des yeux. Donc, même quand vous dormez, vous êtes impacté par les couleurs de la chambre. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut des couleurs froides dans une chambre, parce que les couleurs froides sont des couleurs qui sont apaisantes et relaxantes. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus. Si vous êtes du genre à galérer à vous lever le matin, mettez du rouge, ça va vous aider. T'apprends des trucs, je veux dire. Par contre, petite subtilité, il y a 3 couleurs qui ne génèrent aucun effet, le blanc, le gris et le noir. Tiens donc, c'est marrant, hein? Mais voilà, ça c'est les 3 couleurs qui ne génèrent aucun effet. Enfin, je dis qu'elles ne génèrent aucun effet, c'est pas tout à fait vrai, puisque dans les bureaux, il a été prouvé scientifiquement que le blanc génère statistiquement beaucoup plus de burn-out. Quand si vous avez des bureaux blancs au travail, vous savez pourquoi ça ne va pas super l'ambiance. Par contre, quand vous avez des bureaux colorés, par exemple, petite anecdote, je vais prendre une petite minute pour ça. Petite anecdote, quand vous avez des bureaux plutôt colorés et si vous avez des salles de réunion avec des couleurs différentes. Imaginez, il y a une salle de réunion avec des couleurs plutôt chaudes, rouge, orange, jaune, et de l'autre côté, une salle de réunion avec plutôt du vert, du bleu. Naturellement, si les gens doivent choisir une salle de réunion, ils vont aller dans la salle de réunion qui correspond à leurs besoins du moment. C'est-à-dire que s'ils ont besoin de prendre des décisions rapides, ils vont plutôt aller dans la salle aux couleurs chaudes. Et s'ils ont besoin de temps de réflexion, de vraiment partir dans la rêverie, le brainstorming, etc., ils vont plutôt partir sur des couleurs froides. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire sur les couleurs. Ce que vous devez juste retenir, c'est que concrètement, n'ayez pas peur, faites-vous plaisir sur les couleurs. N'hésitez pas à vous faire confiance aussi sur les couleurs, parce que naturellement, vous allez choisir des couleurs qui vous font du bien. Et certes, ce n'est pas pour vous que vous le faites, mais si ça vous plaît à vous, il y a de fortes chances qu'il y ait des personnes qui vous ressemblent, qui vont également aimer l'appartement. Donc vous pouvez y aller. Faites juste attention à ne pas transformer l'appartement en arlequin. Il y a des règles à respecter. Il y a la règle des 60-30-10. 60% d'une couleur, qui va être la couleur principale, 30% d'une couleur secondaire et 10% d'une couleur d'accent. Pour vous donner un exemple, imaginons qu'on ait une pièce majoritairement blanche, puisque c'est une très bonne base pour la décoration quand on débute. On va pouvoir avoir peut-être un mur de couleur qui va être une couleur un peu plus accentuée. On va avoir dans un salon le canapé qui est d'une autre couleur, qui va faire les 30%, et les 10%, ça va être les coussins sur le canapé. Pour vous donner un petit exemple. Ensuite, deuxième ingrédient pour le coup de cœur, c'est la différence. On se construit tous
à un moment donné, par différenciation. On se construit en mimétisme, mais également en différenciation depuis tout petit, par rapport à nos parents, par rapport à notre environnement, etc. Donc c'est hyper important de créer la différence pour que vos locataires perçoivent déjà qu'il se passe quelque chose d'autre, mais ça va aussi, l'appartement qu'ils vont louer, ça va participer à la définition de qui ils sont. S'ils ont un appartement qui est beau, concrètement, quand ils vont rentrer chez vous, ils vont imaginer avoir les copains qui arrivent pour l'apéro et dire « Waouh, attends, ton appart, oh, mais il est canon !» Ils ont envie d'entendre ça, en fait, les locataires, ou les acheteurs, hein, peu importe. Ils ont envie d'entendre ça quand ils arrivent, enfin, quand ils reçoivent les amis à la maison. Et donc, si vous arrivez à générer cette projection quand ils rentrent chez vous et qu'ils visitent pour la première fois, clairement, vous avez tout gagné. Pour ça, moi, j'utilise énormément la peinture. Et un truc que vous ne verrez jamais dans mes projets de décoration, c'est que je ne peins jamais un mur sur 4. Quand je dis un mur sur 4, vous savez, le truc bien délimité en fonction du mur de gauche, mur de droite, le plafond, je ne fais jamais ça. Au contraire, je vais toujours peindre plus ou moins que le mur. Plus que le mur, c'est ce que vous voyez là, donc sur la photo qui est tout à gauche. On a peint le mur de gauche, le mur de droite, et on a fait un raccord au niveau du plafond. Au milieu, on a peint les 3 murs et le plafond. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien dans toutes les pièces de passage. Autre entrée, le couloir, les WC. Vous pouvez faire du total look dans les WC. Si vous voulez faire du total look bleu marine, allez-y, il n'y a aucun problème. Comme on est sur des pièces de passage, il n'y a aucun risque de lasser. Parce que les personnes vont rester, normalement, pas trop longtemps. Par contre, évitez le total look quand vous êtes dans une chambre ou dans un salon, parce que là, surtout sur des couleurs foncées, ça peut vite être un peu fatigant. Et la dernière option, c'est l'effet un peu baldaquin, qui est là et présenté sur une salle à manger. Moi, j'aime bien l'utiliser sur les chambres. Ça fonctionne très, très bien, ça. Vous imaginez que vous avez la tête de lit ici, une table de chevet de chaque côté, et ça fait quelque chose de cocon un peu. Ça vient vraiment délimiter l'espace. Ça fonctionne très, très bien. Et quand vous faites ça, concrètement, si tout le reste des murs sont pas en blanc, pas de problème, parce que cet élément-là, il va juste impacter tout de suite sur les photos. Petit détail, quand vous prévoyez vos travaux, essayez d'anticiper dans quel sens vous prendrez vos photos à la fin. Parce que si vous avez mis tout le paquet sur un truc qu'on ne verra jamais sur les photos, c'est un peu con. Deuxième technique, peindre moins que le mur. Donc là, pour peindre moins que le mur, éclatez-vous, faites ce que vous voulez. Alors clairement, les ronds, etc., si vous demandez au peintre de vous le faire, prévenez-le au dernier moment, parce que sinon il va vous détester. Mais ça fonctionne hyper bien, ce genre de choses, pour pouvoir délimiter des espaces. Donc là, délimiter un coin bureau, délimiter une petite zone déco dans la salle à manger. Ou ici, là, ce qui marche bien, c'est qu'on a peint une zone un petit peu plus large, mais on a gardé toute la bande blanche. D'ailleurs, je suis censée faire ça. Voilà. Là, on a gardé toute la bande blanche en bas pour créer un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire. Le côté un peu sortir du cadre. N'hésitez pas, faites-vous plaisir avec ça. Et la troisième chose, pour créer le coup de cœur, donc on s'est dit les couleurs, la différenciation, et ensuite il va falloir rendre vivant. Très souvent, même sur des appartements qui ont déjà les 2 premiers critères, il y a cette impression on arrive dans une coque vide, on voit clairement que personne n'habite dans l'appartement. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage, parce que, notamment quand on fait de la location meublée, souvent les gens se disent bon bah super, je vais arriver avec ma valise, en gros ma brosse à dents, ma culotte, et c'est bon quoi. Je m'installe. Sauf que si on a un appartement qui ressemble à ça, moi j'arrive là, je me dis bon bah je vais chez Ikea et je vais acheter de la déco parce que c'est pas possible. Et alors que concrètement, avec pas grand chose, on peut vraiment changer la donne. Vous voyez là, il y a à peu près 200 € d'accessoires. Donc c'est un photomontage. Hein. Il y a à peu près 200 € d'accessoires. Je n'ai pas été trop dans la couleur parce qu'on avait déjà un canapé bleu, donc j'ai mis des petits coussins bleus. Tout le reste, je suis restée sur des trucs un peu sobres. Voilà, j'ai joué sur des textures, il y a des cadres au mur, il y a les petites lampes dorées et il y a les plantes qui sont des plantes artificielles, hein, Ikea. Mais ça va vraiment changer toute l'ambiance et concrètement, quand on voit ça ou quand on voit ça, on n'a pas du tout le même rendu. Et si en plus, vous avez un peu plus de budget pour aller mettre de la peinture, vous pouvez vraiment vous amuser. Là, on reste sur des camaïeux de bleu, quelque chose de facile. Quand vous ne savez pas
camailleux. Prenez une couleur, vous déclinez dans des teintes. Donc là, j'avais un canapé bleu marine, je vais mettre un bleu un peu plus clair, un bleu très foncé au niveau du plafond. Et voilà. Le plafond. La chose à retenir sur un plafond, vous pouvez peindre un plafond sans aucun problème. Par contre, quelque chose de haut de plafond, c'est-à-dire qui serait au-delà de 2,60 m de hauteur sous plafond, vous pouvez vous permettre de peindre en plus foncé que les murs. Ça va rabaisser un peu et donner justement une impression de quelque chose plus à taille humaine. En revanche, dans l'autre sens, quand vous êtes à moins de 2,60 m, ne peignez jamais en plus foncé. Vous allez peindre en plus clair que les murs. C'est-à-dire que vous pouvez sans problème décider d'avoir des murs bleu clair, par exemple, mais pourquoi pas les 4 murs, et d'avoir un plafond blanc ou un bleu encore plus clair. Si vous créez ce décalage entre les murs et le plafond, là, vous allez rehausser. Bonne technique pour tous ceux qui veulent aménager des garages avec des 2,20 m de hauteur sous plafond. Ça marche bien. Donc, pour rendre un logement vivant, vous devez absolument accessoiriser. Accessoiriser, il y a plein de choses là-dedans. Vous pouvez aller mettre des petites bougies sur les meubles, ça peut être des bibelots, enfin bref, toutes les petites choses qui se posent. Ça fonctionne bien. Les coussins sur le canapé ou sur le linge de lit, en complément des oreillers pour ajouter 2 petits oreillers. Tout de suite, ça donne un petit côté hôtel, ça donne un petit côté luxe. Ça coûte rien, concrètement. Et ça va vous permettre de ramener de la couleur. Si vous êtes un peu frileux encore sur la couleur sur les murs, ou si vous êtes dans des régions où le peintre vous demande 5 à 10 € de plus le mètre carré pour mettre de la couleur sur les murs, comme ça arrive parfois, les coussins, les rideaux, etc. vont vous permettre justement de compenser. Vous avez bien sûr les affiches murales, tableaux, etc. Pour moi, c'est indispensable d'habiller les murs. Vous avez les lampes à poser. Les lampes, elles sont hyper intéressantes parce qu'elles vont permettre de créer des ambiances. Plutôt que d'avoir juste des spots plein watt dans le salon, donner la possibilité d'allumer 2-3 petites lampes pour créer une ambiance un peu tamisée le soir pour l'apéro. Vous avez le papier peint panoramique, ça marche très bien. Très bonne technique aussi à la place de la peinture, si vous le souhaitez. Et puis, bien sûr, les plantes. Donc, sur la partie coup de cœur, ce que vous devez retenir, c'est que pour le créer, vous avez besoin des couleurs, vous avez besoin de différenciation et vous avez besoin du vivant, donc les accessoires. Si vous avez ces 3 ingrédients, vous êtes sûr de créer un coup de cœur. Si vous avez un doute, vous m'appelez et je vérifie. Pour continuer, j'avais envie de vous raconter une petite histoire. Ça, c'est une maison d'architecte qui se trouve à Bouliac, donc pas très loin d'ici, que j'ai eu la chance d'habiter pendant 4 jours l'année dernière, non, il y a 2 ans. J'étais invitée à un séminaire, on était une quinzaine de personnes, on devait travailler pendant 4 jours, et franchement, quand on est arrivé dans ce lieu, on s'est dit, mais waouh, le truc de fou, quand même, parce que de la rue, on ne voit rien, on arrive, on descend, on tombe sur cette maison incroyable, avec des volumes, mais hallucinants. En plus, petite cerise sur le gâteau, petite piscine sympathique, 0 vis-à-vis, enfin bref, sur le papier, génial. Sauf qu'au quotidien, on s'est rendu compte qu'il y avait 2-3 petits problèmes. D'abord, avec des volumes pareils, la pièce elle était hyper difficile à chauffer. On s'est pelé pendant 4 jours. Mais vraiment. Ensuite, la salle à manger, ils avaient eu la bonne idée de la mettre dans le couloir. Donc, la photo que j'ai trouvée n'est pas la photo d'époque. Donc, ils ont un petit peu changé tout ça, mais elle était à un autre endroit, dans un couloir de passage. Et en fait, dès qu'on était installé à table, on ne pouvait plus circuler. Et notamment, on ne pouvait plus accéder au WC qui donnait sur la salle à manger. C'était sympa. On avait une cuisine qui était totalement inadaptée à un groupe ou à une famille, puisqu'on avait certes un très bel îlot central, sauf que dès qu'on avait posé 2-3 trucs dessus, on ne pouvait plus cuisiner. On avait des lits superposés, avec des hauteurs sous plafond un petit peu plus basses que la moyenne. Vous imaginez le problème le matin, quand on n'est pas bien réveillé. On a eu 2 ou 3 bosses, c'était sympa. On avait 3 salles de bain pour 15, dont 2 salles de bain privatives. Donc 4 chanceux, et puis tous les autres, démerdez-vous. Donc on avait vu sur les WC, donc certes depuis la salle à manger, mais aussi depuis le jardin. C'était chouette. Et puis le petit bonus, on avait des robinets Stark, magnifiques, avec des tout petits lavabos. Et donc qui arrosaient les pieds, c'était... voilà. Bref, tout ça pour dire que ce séminaire, il a lieu tous les ans, pour une quinzaine de personnes.
tous les ans à la même époque. Tous les ans, on réserve le même logement. Ce logement-là, on y allait une fois, on n'y retournera jamais. Depuis, on a trouvé mieux, heureusement. Et concrètement, c'est pour ça que vous devez faire extrêmement attention à ce que vous faites chez vous. Vous devez absolument favoriser le bien-être des habitants. Et le bien-être, il va se définir dès le démarrage de vos travaux, en fait. Souvent, j'entends dire la déco, ça vient à la fin des travaux. Alors, dans la déco, oui, le coussin, il vient à la fin. Par contre, il y a beaucoup d'éléments qui arrivent avant. Et dans le bien-être qui va être lié à la déco, il y a aussi le bien-être lié à l'aménagement. Et pour ça, il y a 5 incontournables que vous devez respecter et qu'on doit systématiquement retrouver dans vos plans. La première chose, c'est de créer une entrée délimitée. Parce qu'en fait, quand vous rentrez chez vous, généralement, vous venez de vous garer, c'était un peu galère, vous avez fait 15 fois le tour du quartier, vous êtes un peu énervé. En plus, vous avez les courses, potentiellement, il y a l'enfant qui crie derrière. Bref, vous avez envie de rentrer chez vous. Et là, si vous rentrez directement dans le salon, bon, alors mes courses, ok, les clés, je ne sais pas où je les mets, les chaussures, le manteau, bref. En fait, l'entrée, au-delà de son aspect fonctionnel pur, elle a aussi un rôle de déstresseur. C'est exactement pour ça que quand vous rentrez dans un magasin Leroy Merlin, où il y a toujours un sas à l'entrée, vous ne rentrez jamais tout de suite dans des produits. Le sas, il a ce rôle de permettre au cerveau de s'apaiser et de permettre d'arriver en conscience dans les produits et de commencer à voir les choses. Parce que si vous laissez un client rentrer dans un magasin comme ça, sans ce sas, en gros, il va avoir fait 10 mètres avant de se rendre compte qu'il y avait des produits avant. Donc le premier rayon, il n'est pas bien situé généralement. Donc c'est exactement la même chose quand vous rentrez dans un logement. Cette entrée, elle va servir de sas de décompression. Et elle a un deuxième rôle, c'est que si vous avez une entrée délimitée, vous permettez à l'habitant d'ouvrir au livreur Amazon sans forcément qu'on voit le mari en slip ou autre derrière. Et pour l'intimité, c'est pas mal. Donc concrètement, ce genre de choses, la photo de gauche, elle est moche. Celle-là, elle est super sympa. Ça vient d'un magazine de déco, mais on a exactement le problème. Là, c'est très beau parce que c'est rangé pour le photographe. Vous imaginez la même en maison de famille, avec les manteaux des enfants, les chaussures qui traînent, etc. C'est pas du tout la même. Au quotidien, clairement, c'est pas fait pour qu'on se sente bien. Du coup, l'idéal, c'est d'avoir une entrée délimitée. Alors même si elle n'est pas forcément 100%, elle ne va pas forcément cacher 100% de ce qui se passe derrière, c'est important d'avoir au moins, si possible, une cloison, un placard ou au minimum un claustrat ou une verrière qui va juste créer une zone séparée. Ça fait une zone tampon qui permet de déposer son stress quand on rentre à la maison. Alors comment on fait quand on a un petit espace ? Puisque concrètement, je fais ça y compris dans des studios. L'idée, c'est d'avoir 4 éléments qui doivent systématiquement être présents. Le premier, c'est que vous devez toujours avoir une penderie ou des patères pour accrocher votre manteau. Donc juste 3 patères, s'il n'y a pas la place de plus, c'est déjà ça. Ensuite, il vous faut ou une étagère ou un petit meuble à chaussures pour pouvoir ranger ses chaussures, tout simplement. Vous avez besoin d'un vide-poche pour déposer les clés. Dans ce cas-là, ça, c'est le meuble à chaussures. Le vide-poche, c'est la tablette au-dessus du meuble à chaussures. Il n'y a pas forcément besoin de plus. Et vous avez besoin d'un miroir pour rectifier la tenue quand on ressort. Ou quand on arrive, ça dépend, en fonction de ce qu'on a vécu dans la journée. Et si vous avez un peu plus de place, ça peut être pas mal d'avoir un endroit pour s'asseoir, pour enlever ses chaussures ou remettre ses chaussures, tout simplement pour éviter de traverser tout le salon pour aller se mettre sur le canapé et oublier les chaussures au pied du canapé. Ça, c'est un truc à générer des divorces. Ce serait dommage. Ensuite, deuxième point très important, c'est d'avoir une belle pièce à vivre, spacieuse, lumineuse et conviviale. Parce que je vois un peu trop souvent, notamment dans les colocations, des salons aveugles. Clairement, non, c'est pas une chose à faire. Il y a toujours des solutions. C'est rare qu'il n'y ait pas de solution. Je ne vais pas dire toujours, mais c'est rare qu'il n'y ait pas de solution pour faire autrement. Vous avez souvent intérêt à garder une pièce à vivre, même si c'est un petit salon, avec une fenêtre. Ou si vraiment il n'y a pas la place, dans ce cas-là, tant pis, pas de salon du tout, mais ne cédez pas à la tentation de mettre le canapé dans le couloir, comme je vois des fois, parce que ça donne vraiment pas envie, et ça peut même être un frein à la location d'une chambre qui en fait était très bien. Parce qu'un colocataire, il loue pas que sa chambre, il loue tout le reste.
Donc vous devez retenir absolument, une pièce à vivre doit avoir une fenêtre qui ouvre vers l'extérieur. Ça, c'est vraiment la règle pour que ce soit agréable et convivial. Toutes les pièces qui doivent avoir des fenêtres sont salon et chambre. Les autres pièces, salle de bain, aucun problème. Cuisine, la cuisine peut être en second jour, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une verrière ou quelque chose qui apporte de la lumière en deuxième temps. Ça, c'est pas problématique. Par contre, c'est vrai que chambre et salon, c'est important. Là où on va faire des exceptions, c'est sur les studios, puisqu'on n'a pas forcément toujours 2 fenêtres. Et dans ce cas-là, aucun problème de dire on a juste mis un coin verrière pour faire un coin lit séparé. OK. Si jamais la luminosité naturelle reste insuffisante, ça peut arriver, on a une toute petite fenêtre ou on est en demi-sous-sol, enfin bref. Dans ce cas-là, il vaut mieux avoir des éclairages peut-être moins forts, mais plus d'éclairage. Évitez notamment de mettre des spots au-dessus d'un salon, par exemple, parce que ça a tendance à faire une lumière qui est très, très vive. Si vous voulez mettre des spots, pensez à le mettre sur un variateur pour permettre de réduire un peu la luminosité. Et à choisir, il vaut mieux avoir 3, 4, voire 5 lampes à poser. Ce n'est pas forcément des choses qui vont coûter très cher, qui vont vous permettre de créer cette ambiance un peu à la demande. Si on a besoin de beaucoup de lumière, on allume toutes les lampes. Si on a besoin de moins de lumière, on n'en allume qu'une ou 2. Alors, comment on fait pour augmenter la sensation de convivialité et d'espace dans une pièce à vivre? Donc là, il y a une règle toute con, et vous allez forcément la retenir, celle-là. Petite pièce, petit meuble, grande pièce, grand meuble. C'est aussi con que ça. Ça marche à tous les coups. Et concrètement, même dans un studio de 18 mètres carrés, on peut faire un coin salon. Par contre, on ne va pas mettre un canapé 3 places avec méridienne. Voilà, il n'y a que ça à retenir. Et pour être sûr de ne pas vous planter, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire des plans avec les meubles à l'échelle. C'est-à-dire que si vous savez que vous voulez absolument mettre un canapé dans un studio, essayez de regarder si vous trouvez des canapés d'1,60 m, voire 1,30 m. Ça existe, des canapés d'1,30 m. Et du coup, dessinez-les à l'échelle sur votre plan. Comme ça, vous êtes sûr qu'après les travaux, ça fonctionne. On peut encore ouvrir les fenêtres et les portes. Et on n'a pas besoin de déménager tout l'appartement quand on va aérer. Ensuite, point de désaccord important dans les familles, la cuisine. C'est hyper important d'avoir une cuisine fonctionnelle. Alors là, j'ai cherché les fonds de tiroir pour trouver des photos. Mais voilà, là, c'était juste pour retrouver un exemple où ça ne va vraiment pas. Notamment, le gros problème ici, c'est qu'on n'a pas du tout d'espace entre l'évier et la plaque de cuisson. Alors, je ne dis même pas ça pour des questions de normes électriques ou autres. Là, c'est juste purement fonctionnel. Quand je prépare à manger, je vais laver mes légumes dans l'évier, puis je vais me détourner complètement pour aller chercher le plan de travail, donc je vais mettre de l'eau partout sur la route, et puis je vais revenir sur la plaque de cuisson pour cuisiner. Donc c'est pas du tout logique. Normalement, on a un plan de préparation, ce qu'on appelle un plan de préparation, entre l'évier et la plaque de cuisson. Ce plan de préparation, quand vraiment la cuisine est petite, il fait 60 cm, quand on peut, il fait au moins 1 mètre. Donc, pour la cuisine fonctionnelle, vous avez besoin de rangement. Quand vous pensez rangement, pensez vraiment à tout ce qui va être rangé. On va ranger la vaisselle, les casseroles, l'épicerie et éventuellement les produits d'entretien. Les produits d'entretien, ça c'est vraiment optionnel puisqu'il y a plein d'endroits où on peut mettre les produits d'entretien. Vous allez avoir un espace libre pour le fameux plan de préparation. Donc celui-ci, il est entre l'évier et la plaque de cuisson. Ensuite, vous avez besoin d'un plan de dépose. Cet espace-là, il va permettre de facilement ranger les courses dans le frigo et enlever les ingrédients du frigo. C'est juste pour éviter d'avoir... je mets mes courses ici et puis hop, je vais jusque là pour mettre dans le frigo. Ensuite, vous avez besoin d'une place pour le petit électroménager. Donc, soit c'est sur un bout de plan de travail. Si vous avez une cuisine en angle, dans l'angle du plan de travail, c'est un très bon endroit. Vous allez mettre la bouilloire, le grille-pain, la machine à café. Autre option, vous pouvez aussi la planquer dans un placard, notamment si vous avez des armoires. C'est un bon endroit pour planquer le micro-ondes, la bouilloire, etc. Parce que ce n'est pas forcément toujours très joli. Et le micro-ondes en pose libre dans le placard vous coûtera beaucoup moins cher que la version encastrable. Et enfin, la poubelle. Ça, on n'y pense pas souvent, mais très souvent, on a besoin d'accéder à l'évier et la poubelle en même temps. Et donc, si on est à deux à cuisiner, on passe son temps à dire « vas-y, pousse-toi ». C'est pas génial.
Donc vous pouvez soit la prévoir en poubelle pose libre ailleurs dans la cuisine, ou alors tout simplement la poser dans le meuble à côté de l'évier. Et du coup, sous l'évier, on va garder de l'espace pour ranger les produits d'entretien ou des éléments qu'on utilise moins souvent. Voilà un petit exemple. Donc, cuisine totalement fictive. On peut mettre plus de meubles en haut si on veut. Peu importe, là, c'est juste pour l'exemple. Donc, vous avez un plan de préparation, vous voyez, là, qui fait à peu près 1 mètre entre l'évier et la plaque de cuisson. Vous avez un plan de dépose et un plan petit électroménager. Ça peut être le même endroit. Le plan de dépose, généralement, il faut qu'il fasse 20 à 30 cm. C'est largement suffisant pour poser les légumes qu'on veut sortir pour préparer à manger. Et on prévoit de quoi mettre au moins la bouilloire et la machine à café. Et la poubelle, dans ce cas-là, je l'ai dépositionnée à côté de l'évier. C'est juste ça. Ensuite, salle de bain, deuxième pièce la plus importante que vont voir les locataires ou les acheteurs. Concrètement, les salles de bain mal conçues, on en voit assez souvent. Il y a des choses un peu chiantes, c'est que dans une salle de bain comme celle-ci, il y a de très fortes chances qu'on se cogne assez régulièrement les hanches et se retrouve avec une collection de bleus. C'est pas terrible. Il y a toujours moyen de faire mieux. Ce que vous devez garder en tête, pour avoir une salle de bain vraiment qui va donner envie de rester longtemps. Première chose, au niveau de la douche. Les douches de 70 cm par 70 cm, c'est interdit par ma religion personnelle. Donc non. Minimum de chez minimum 80 par 80, et encore, c'est déjà pas très grand. Vous pouvez, à la limite, quand vous n'avez vraiment pas de place, partir sur des 90 par 70. Idéalement, vous mettez au moins 100 par 80, voire 120 par 80. Dans beaucoup de cas, moi j'arrive à mettre des 100 par 80 au minimum, et très souvent c'est 120 par 80. Ensuite, attention au positionnement du lavabo. Quand vous avez des petites salles de bain, vous pouvez sans problème mettre un lavabo de 45 cm de large, pas de problème. Par contre, assurez-vous toujours que quand on est face au lavabo, on va pouvoir écarter les coudes et pouvoir se brosser les dents sans se cogner. Donc typiquement, une salle de bain de studio où on n'a pas beaucoup de place, on se retrouve souvent à avoir les WC à côté du lavabo. Dans ce cas-là, pas de problème. On peut avoir un lavabo de 45, le WC ici, concrètement le WC il est en bas, on a la place, pas de souci. Par contre, le truc entre deux murs comme ça, non. Essayez de vous mettre à chaque fois en condition pour voir ce que ça fait si c'est vous à qui ça arrive. Et enfin, idéalement, laissez un recul d'au moins 80 cm entre le bord du lavabo et le mur qui se trouve derrière. Parce que ça va permettre de beaucoup plus facilement ouvrir le meuble. Vous voyez là, dans cette salle de bain-là, si j'ouvre le meuble, concrètement, c'est numéro d'équilibriste pour aller chercher le truc qui se trouve au fond. Donc, essayez de laisser ces 80 cm. Si vraiment vous ne pouvez pas, et à la limite, passer sur un lavabo plus petit, il existe des lavabos en 35 cm de profondeur, ça peut régler beaucoup de problèmes. Voilà 2 exemples de salles de bain de studio, en l'occurrence. À gauche, c'est un studio de 16 mètres carrés. À droite, je crois qu'il en fait 17. Et je n'ai pas mis tous les mètres carrés dans la salle de bain, clairement. Donc, vous voyez, là, on est à gauche sur un meuble qui fait 45 de large. Par contre, on a suffisamment de place pour pouvoir écarter les bras. Bon, c'est un effet d'optique, mais le WC n'est pas du tout collé au lavabo. Il y a la place de se tenir derrière. Et la douche se trouve derrière le WC. Et ici, on a triché en fait, sur cette salle de bain parce qu'on manquait d'espace pour rentrer dans la douche qui se trouve ici. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 2 meubles de 2 profondeurs différentes. Une profondeur de 45 cm à gauche, une profondeur de 35 cm à droite. Et ce petit décroché permet de rentrer dans la douche. Quand je vous dis qu'il y a toujours des solutions. Et ensuite, l'incontournable, mais des incontournables, le rangement. Donc là, je vous ai fait un petit récap de quel rangement on met où. Dans l'entrée, vous allez devoir systématiquement ranger manteaux et chaussures. Donc, patères, meubles à chaussures, comme vous voulez, mais trouver des solutions, il faut absolument pouvoir les ranger. Ensuite, que ce soit dans l'entrée, le couloir ou la buanderie, on va mettre l'aspirateur, la planche à repasser, le fer à repasser. Même chose, souvent, vous posez la question au dernier moment de « je le mets où ?» Il fallait y penser avant. Quitte à faire des travaux, autant l'anticiper. Dans la salle de bain, vous avez besoin de ranger tout ce qui est produits de beauté, produits d'hygiène, serviettes propres. Même si les serviettes propres, on peut imaginer qu'elles sont ailleurs, mais pensez systématiquement qu'il y a ces éléments-là à ranger.
Dans les chambres, bien sûr, vêtements, linge de lit, ça généralement vous y pensez. La cuisine, donc on s'est dit vaisselle, épicerie, produits d'entretien. Et dans le salon, pensez à tous les éléments que votre locataire pourrait amener. Les livres, les jeux de société, les jeux vidéo, CD, DVD, enfin peu importe. CD, non, peut-être plus. Il y a juste un élément que je n'ai pas précisé, c'est la partie bureau. Alors quand c'est un étudiant qui arrive juste avec ses livres, pensez à lui mettre de la place pour les livres. Si vous visez une clientèle peut-être plus familiale, pensez aussi à l'endroit pour ranger tous les dossiers administratifs, parce que mine de rien, ça prend un peu de place quand on stocke tous ces papiers-là. Donc vous, ce que vous devez retenir par rapport à la partie bien-être, c'est que lorsque vous allez visiter un bien, vous prévoyez de le rénover, il faut systématiquement penser à lister tous les points noirs à corriger. Moi, ce que je vous conseille derrière, c'est de faire un plan à l'échelle du logement. Il y a des logiciels gratuits avec plein de tutoriels pour vous apprendre à le faire, donc comme Cozy Gaza ou Home by Me. Vous pouvez également dessiner à la main, sans problème. Une grande feuille de papier, petit carreau, un crayon papier, ça marche très très bien. Et pensez sur ce plan à intégrer tous les meubles et tous les luminaires. Alors autant les cadres-murs, on s'en fout. Mais les luminaires, c'est hyper important aussi puisque ça vous permet d'identifier les besoins par rapport à ce que vous demandez de l'électricien. Parce que si vous refaites toute l'électricité, tant qu'à faire, autant mettre les prises au bon endroit. Et puis bien sûr, petit rappel, vous mettez une entrée délimitée, une pièce à vivre spacieuse, lumineuse et conviviale, une cuisine fonctionnelle, une salle de bain ressourçante et des rangements ouverts ou fermés. Donc, pour votre projet, vous devez penser à ces 2 ingrédients. Le coup de cœur, avec ces 3 leviers que sont la couleur, la différenciation et les accessoires. Et vous devez anticiper les besoins de vos futurs locataires ou des futurs acheteurs pour qu'ils se sentent bien durablement dans le logement. C'est tout pour moi. Si vous avez envie de me parler, de travailler avec moi ou autre, vous pouvez me retrouver sur rénoveuse-astucieuse.com. Il y a beaucoup de contenu gratuit, vous pouvez venir voir. Et je fais également une formation à la décoration pour investisseurs immobiliers, pour ceux qui veulent apprendre tous les secrets du coup de cœur et de l'aménagement fonctionnel. Y a-t-il des questions? Je les ai séchés. Ouais, il y a une question. J'avais juste une petite question sur le côté, on va dire, différenciation, puis donc le fait de pousser, on va dire, le côté original de la déco pour ce qui est sur de la location courte durée ou location saisonnière. Est-ce que pour vous, on peut justement se permettre d'aller encore un peu plus loin sur le côté, on va dire, craqué de la décoration, ou est-ce qu'on reste à peu près sur le même niveau que pour de la location plus longue durée ? Pour moi, on peut aller plus loin, sans problème. Il y a plein d'options, en fait. Soit on peut partir sur un truc complètement dinguissime, parce qu'on cherche une clientèle qui va juste chercher à vivre une expérience. Et dans ce cas-là, ça peut être un très bon moyen de décorréler complètement le prix par rapport à la concurrence, parce que là, on a un truc complètement unique. Si on reste sur quelque chose de comparable, oui, ça peut être intéressant d'aller un peu plus loin, d'être plus dans la décoration, d'avoir plus d'éléments de décor. Et d'ailleurs, c'est hyper important aussi au moment où vous prenez les photos, n'hésitez pas à en mettre plus. C'est-à-dire, vous pouvez rajouter la miche de pain sur la table de petit déjeuner. Vous pouvez rajouter, je sais pas, des magazines, des jolis magazines sur la table, etc. Même si c'est des choses qui vont pas forcément rester après, mais ça va vraiment concourir au côté de déco. Ouais. Des vrais gens aussi, ça marche très bien. Mais après, il faut qu'ils soient pas trop, si possible, des beaux. Mais des vrais gens. Mais oui. Disons qu'il faut pas que ce soit contre-productif, quoi. C'est tout. Mais par contre, ça, c'est très vrai. J'ai un de mes clients qui a fait l'exercice lors d'une revente d'appartement. Il a fait faire 2 annonces. Donc, c'est 2 fois la même annonce. Mais il y a c'est sur Grenoble, il y a 2 codes postaux. Donc, il a fait une annonce sur l'un des codes postaux et l'autre sur l'autre. Et sur la première annonce, c'est photo classique par photographe. Deuxième annonce, photo classique par photographe avec mannequin. Enfin, mannequin. Avec une nana mise en situation, en gros.
Eh ben, il a eu, je crois, 30% de plus d'annonces sur l'annonce d'appels sur l'annonce avec mannequin que l'autre. Donc, ouais, ça peut être effectivement une très bonne chose. Bah, ça dépend de ce qu'on vend, en fait. Lui, il vendait un T2, donc il était plutôt en appartement célibataire, donc voilà. Mais par contre, oui, sur un logement familial, oui, carrément. D'ailleurs, il y a des techniques au niveau des photographes. Si vous voulez pas qu'on voit les personnes, il est tout à fait possible de travailler. Bon, je connais pas bien les techniques de photo, mais pour avoir un rendu flou sur la personne, mais quelque chose de très net sur la décoration. Ça fonctionne très très bien. C'est une technique des magazines de déco. Oui. Bonjour Kizo. Bonjour. Est-ce que le but de la décoration, c'est pas d'adapter sa décoration en fonction de ce qu'on veut en faire? C'est-à-dire que si on veut faire de l'achat-revente, le but c'est quand même de toucher un large public. Donc du coup, on n'a pas forcément besoin de faire quelque chose d'assez personnalisé. Alors que quand c'est pour de la location saisonnière, etc., là, ça se pose le fait de faire quelque chose de personnalisé, non? Alors, on peut, ça dépend. Alors oui, on va faire quelque chose de moins personnalisé sur l'achat-revente, clairement. Après, il peut y avoir aussi des stratégies où on va chercher des trucs beaucoup plus haut de gamme, quitte à vendre avec les meubles. Et dans ces cas-là, ça peut valoir le coup d'avoir quelque chose de un peu plus personnalisé. Mais on va peut-être travailler un peu différemment, c'est-à-dire on va travailler avec des éléments, genre des œuvres d'art ou des choses qui vont être positionnées dans des endroits centraux pour marquer l'attention. Après, ce qui est important, je trouve, sur un achat-revente, c'est de penser aux détails. Par exemple, le choix des interrupteurs électriques, le choix des sols, le choix des matériaux va être beaucoup plus important. Puisque, effectivement, si on fait quelque chose, on reste sur une base blanche, par exemple, ça va être important que ces détails-là permettent de se démarquer par rapport à la concurrence. Donc, ça peut passer par, c'est quand on voit les tapis en, les imitations de tapis en carrelage autour du parquet. Enfin, à l'intérieur du parquet. Ça, par exemple, c'est un élément qui va marquer l'attention. Ou on peut aussi se dire, bah, tiens, je vais mettre un papier peint panoramique dans le salon, mais sur des couleurs sobres. Tu peux très bien faire ça. D'autres questions? Okay. Je crois que l'ordinateur est d'accord avec s'arrêter. Merci Violaine.